Voilà, c'est fait. Alors. Donc je reprends. Donc je disais, l'homme est le seul être dans la nature à ne pas avoir de défense naturelle. Donc il a développé la technique pour pallier cette faiblesse, mais en même temps est apparu un sentiment d'infériorité parce qu'à l'époque, on se faisait courir après par les mammouths, etc. Enfin toutes sortes d'animaux sauvages, des tigres ou tout ce que vous voulez. Donc on a gardé ça en nous, dans nos gènes, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, et ça a été, je dirais, redécouvert par Alfred Adler, qui a travaillé sur ce complexe d'infériorité que nous portons tous en nous, absolument tous, consciemment ou inconsciemment, et nous devons apprendre à le gérer. Donc, comment dire, cet évanouissement de la personnalité pour ressentir un sentiment de puissance invincible, ça vient dans un phénomène de compensation. C'est-à-dire que l'homme agit souvent dans un phénomène de compensation, que ce soit par exemple vis-à-vis de cette image en politique. Beaucoup d'hommes politiques ou beaucoup d'hommes d'affaires deviennent puissants par compensation, c'est très connu. Voir ces inhibitions s'effondrer, ça c'est quelque chose de très important pour l'individu qui est en foule. Il accomplit des actions qu'il n'aurait jamais accomplies seul. Ceci vaut surtout pour les foules anonymes ou des gens qui n'ont pas eu l'occasion de bénéficier de ce qu'Axel Honneth appellerait la reconnaissance sociale. Un individu n'arrive à s'extérioriser profondément qu'à travers la reconnaissance sociale dont il a besoin. Nous, êtres humains, nous développons, et on le verra avec les théories de Boris Cyrulnik, à travers la relation avec l'autre. Donc c'est ce que Gilbert Simondon appelait les relations transductives, ou c'est ce que Bernard Stiegler appelle, comment dire, on l'avait vu précédemment, la transindividuation, c'est-à-dire l'individuation à plusieurs. Voilà. Donc c'est très important de pouvoir être reconnu par la société, et dans une société idéale, même un individu qui n'a pas la possibilité de pouvoir, on va dire, développer ses compétences ou apporter des compétences, devrait pouvoir aussi bénéficier d'une reconnaissance importante, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et ça, bon, c'est pas gagné. Donc le deuxième, pourtant c'est important. C'est un petit peu la définition de l'humanisme, une des définitions de l'humanisme, c'est-à-dire savoir être attentif, puisqu'on a ce qui est le plus puissant en l'homme, c'est son système attentionnel, c'est ce qui nous différencie des animaux, prendre soin de ses enfants, prendre soin des personnes âgées, même dans la mort on prend soin des gens qu'on aime parce qu'on les enterre, les animaux n'ont pas cette possibilité, donc être attentif, oui, c'est important. Donc la contagion, deuxième phénomène. C'est dans les relations interindividuelles qu'elle apparaît et prend une ampleur beaucoup plus grande et déchaîne surtout des passions entre les membres de la foule et parfois avec une grande violence. Et le troisième et dernier point, c'est la suggestibilité. C'est un phénomène dérivé de l'hypnose. Tout à fait. La suggestion, c'est la capacité de, par exemple, pour un rhéteur, c'est-à-dire un orateur, voilà, un orateur de pouvoir manipuler aisément les foules. Donc, l'individu faisant partie de la foule voit sa conscience s'évanouir, au même titre, voilà. Il n'a plus d'opinion ni de passion qui lui sont propres, mais bien celles qui sont partagées ou qu'on lui inculque. Ça c'est vraiment, je défile encore quelques images. Bon, là on revient à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et là, on a un exemple flagrant de ce que ça a pu donner sous Hitler. Voilà. Une catastrophe. Avec du recul, on se dit, mais comment ça a pu arriver? Et aujourd'hui, on fait la même chose. Donc, on ne retient pas les leçons de l'histoire. Je pense que la surinformation y est pour quelque chose. Aujourd'hui, on est vraiment à une ère de surinformation. Et même quand vous avez des débats, des convergences d'idées, ou quand ça se passe mal, ou quand on devrait pouvoir apprendre, je dirais, d'idées contradictoires, on n'a même plus cette possibilité. Vous allez parler d'un thème intéressant la veille, vous allez passer à autre chose le lendemain. Mais on abandonne. On abandonne. Voilà. Donc il y a une espèce de consommation de l'information qui fait qu'on n'arrive plus, provoquant de l'oubli, on n'arrive plus à retenir les leçons de l'histoire. Et on le voit bien, quelque part on pourrait se dire, mais enfin, comment ils ont fait pour se laisser avoir? C'est la même chose. Vous allez dans la rue, vous allez n'importe où, vous avez toujours les... On le voit avec les années, la suspicion, les regards, on
vois la radicalisation revenir doucement, tout doucement, de façon très insidieuse, de manière à ce que vous et moi, parfois, ne le sentions même pas en nous-mêmes. Et c'est vrai que si on n'est pas vigilant, c'est aussi les fameuses techniques de soi de Michel Foucault, c'est-à-dire la vigilance, la capacité à avoir cette réflexion de soi, c'est-à-dire ce retour sur soi, pour se dire attention, je me radicalise peut-être, ou j'ai peut-être des préjugés qui peuvent court-circuiter ma façon de penser autonome. Alors, bon là on le revoit à travers les multiples guerres du monde entier où on voit des drapeaux brûlés. Donc on voit qu'au niveau de l'éducation, il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que je ne pense pas que ce genre d'attitude soit la solution à tous les problèmes. Donc, bon, après, il faut savoir qu'il y a de l'ingérence parfois des pays occidentaux, c'est encore autre chose. Là, c'est différent. Là, vous avez, je crois que c'était une fête au Vietnam, ils en ont parlé il y a quelques années, qui a tourné au drame. Ils ont voulu sortir d'un pont et il y a eu un étranglement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a beaucoup de morts, oui, c'est ça. Je ne me souviens plus très bien des détails de cette histoire, mais à un moment donné, quelques personnes ont paniqué, ça aurait pu ne pas arriver, mais toutes ont suivi. Parce que justement, l'effet de foule fait qu'on voit beaucoup de personnes courir, on se dit un danger approche. Et on n'a pas le temps d'analyser. Je pense que le problème de la foule, aujourd'hui, c'est qu'elle ne nous laisse pas le temps d'analyser si le danger est réel ou n'est pas réel. Donc il faut faire très attention à ça. Et ça, c'est ce qu'elle fait de nous, la foule. C'est ce qu'elle fait de nous, notamment à travers les multiples manipulations dont on peut souffrir insidieusement, parce qu'il ne faut pas croire, un être humain reste un être humain. C'est-à-dire, c'est ce que je dis aussi dans mes écrits, on porte tous la corruption en nous. Les techniques de soi servent à analyser, c'est-à-dire à voir ce qui est corrompu en nous, puisque tout être humain est foncièrement, il a ça en lui. C'est dû justement à l'esprit de compétition, hein, c'est-à-dire depuis toujours, depuis la préhistoire, on a développé un esprit de compétition pour survivre, et en même temps un esprit de cohabitation pour subsister en groupe, à travers les communautés, parce qu'à l'époque ils se mettaient à plusieurs pour pouvoir survivre. Donc on a toujours plus ou moins essayé d'équilibrer entre ces deux forces, et parfois la compétition prend le dessus, et certains individus font de nous ceci. Voilà. Ah bah je ne me souviens plus, je l'ai vu, mais... Ceci, c'est, on va dire, spéculation, taxes, impôts diverses, Union européenne qui gaspille notre argent dans des choses complètement abracadabrantes. Bien sûr, c'est multipolitique, la corruption est partout, absolument partout, et il faut savoir qu'elle coûte 120 milliards d'euros par an à l'Europe. 120 milliards. Donc en fait, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette, il y a du détournement. Du détournement offshore. Si tous les jours, on va dire, les hommes politiques vont que rien qu'il y a de la dette. Il n'y a pas de dette. Exactement. Il n'y a pas de dette. Il y a du détournement. La dette, si vous voulez, même si on avait, on pourrait largement compenser ce problème. Mais à un moment donné, c'est vrai que vous allez à Jersey, vous allez au Caïman, vous allez partout. Monaco, Luxembourg. Voilà. Il y a beaucoup de détournements de fonds, et Paul Jorion, l'économiste, l'avait très bien analysé. Donc, dans son livre qui s'intitule Capitalisme, je sais. Vous rechercherez, si vous avez l'occasion, sur Internet. Il a sorti un très bel ouvrage d'économie. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, je vais fermer. Voilà, pour se concentrer, parce que si je laisse le bouton tendu, ça ne marche pas. Donc, voilà ce qu'il faut surtout éviter. À travers le manque de maturité, c'est exactement ça. Donc, on va commencer par les travaux effectivement de Boris Cyrulnik, qui a fait l'objet de nombreuses publications, très nombreuses ces travaux. Et je vais commencer, on va dire, par ce petit schéma-là, je vous le dessinerai. Donc, on va recommencer à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer chez un individu pour qu'à un moment donné, le processus de maturation s'interrompe. Parce que c'est ce qui se passe. La maturation n'a rien à voir avec l'âge. La maturation se développe à travers, je dirais, la capacité d'être empathique, c'est-à-dire de comprendre le monde, de le sentir, d'avoir du recul par rapport au monde et de prendre conscience de sa faculté d'agir sur le monde. Mais à certains moments, cette faculté va se bloquer, va se gripper. Et
donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Donc je vais sortir de ceci pour rentrer dans Arlo. Voilà. Arlo que voici. Donc vous avez devant vous monsieur Harry Harlow, né le 31 octobre 1905 et décédé le 6 décembre 1981, psychologue américain et primatologue, spécialisé dans le paradigme, c'est-à-dire la recherche d'un sens, d'une ligne directrice étho-psychanalytique du développement des jeunes macaques. Il voulait comprendre d'abord sur les animaux, c'est vrai que le mot macaque peut faire rire, mais bon, il voulait d'abord comprendre sur les animaux ce qui pouvait se produire en l'homme. Et son opinion, c'était que l'affectivité, c'est-à-dire l'amour qu'il pouvait y avoir entre la maman macaque et le bébé, provenait de l'alimentation, du lien maternel, c'est-à-dire de l'allaitement. Donc il a essayé de mettre en place, à travers la technique que vous voyez ici, donc vous avez ici une fausse mère, c'est-à-dire un substitut en feutre d'une maman singe. Et il avait développé à côté, donc je vais essayer de retrouver cette image, à côté, avec René Spitz que voici. René Spitz, psychiatre, psychanalyste, né en 1887, mort en 1974. Donc ils avaient essayé d'analyser la théorie de l'attachement. Donc ils voulaient aussi comprendre pourquoi, à certains moments donnés, des animaux qui étaient séparés de leur maman ou de leurs parents avaient des retards de développement qui peuvent provoquer justement, qui sont provoqués par des situations d'abandon ou de manque affectif. Donc on va essayer de passer au suivant. Donc on voit ici deux substituts. Vous avez la maman en feutre et la maman en fer, avec le biberon. Il n'a pas mis le biberon sur la maman en feutre, exprès pour voir si le caractère tactile, qui est très important chez les animaux, entrait en ligne de compte pour l'attachement. Donc Harry Harlow a fait son expérience. Pour lui, c'est très simple. Donc il essayait de développer sa thèse autour de l'alimentation, mais il a vite compris que le bébé macaque en situation de stress, d'abord allait se sécuriser sur la maman en feutre, et puis ensuite allait se nourrir sur la maman en fer. Mais d'abord, il se sécurise toujours sur la maman en feutre. Donc pourquoi? Parce que ce fameux caractère tactile qui revient toujours, la chaleur, l'attachement, fait que l'enfant, avant même, que ce soit les enfants ou même les jeunes macaques, avant même de se nourrir, ont d'abord besoin de sécurité affective. Sinon, ils meurent d'inanition, de manque de nourriture. Donc voilà ce que Harry Harlow a mis en place. Donc on voit ici encore les deux substituts. Voilà. Et puis, y a-t-il encore? Donc ça, alors, je vous montre une dernière fois les deux substituts. Donc le singe se sécurise d'abord sur le feutre et va ensuite se nourrir sur le substitut en fer. Chez les humains, c'est exactement la même chose. Donc on voit que le développement cérébral, bon ça je vais le voir avec le frayage de Freud, ça je ne vous le dis pas tout de suite. Ce que vous avez devant vous, c'était les premiers schémas de Freud sur l'hypothèse du frayage. Hypothèse qui a été ensuite validée à 100% par les neurosciences actuelles. Avec les techniques d'imagerie cérébrale, Freud n'avait pas raison sur tout. Le complexe d'Oedipe, par exemple, était nettement, on va dire, surfait, c'est-à-dire que lui, il avait tiré cette théorie du complexe d'Oedipe d'après la horde sauvage, la horde primitive des animaux, c'est-à-dire on tue le père et puis on viole la mère, excusez-moi, mais c'était un peu sauvage, c'était de la primatologie. Il s'avère que chez les humains, c'est beaucoup moins puissant, puisque l'enfant veut simplement, on va dire, passer du temps avec sa mère, partager des moments avec sa mère, posséder sa mère essentiellement pour lui faire câlin et pas pour lui faire du mal. Et il s'oppose au père, non pas pour le tuer, mais surtout pour entrer en rivalité et développer, je dirais, sa combativité. Donc là aussi, on a un phénomène de maturation, puisque en s'opposant au père, il prend confiance en lui à travers les petits combats, les petits jeux qu'il peut y avoir dans une famille. Donc en cela, il avait raison. Du point de vue de la primatologie, c'était trop exagéré. Donc on revient à cette hypothèse du frayage qui avait été repris par Harlow pour ses travaux. Donc, on sait aujourd'hui que dans un cerveau, je crois que je l'ai en photo un peu plus loin, les informations extérieures se frayent un premier chemin neuronal dans le cerveau. On voit ici, par exemple, voilà, une information qui va dans le chaos neuronal de l'enfant. Il n'y a pas encore de connexion synaptique parfaite.
Donc l'information va se frayer un chemin et connecter un ensemble de neurones, une autoroute en quelque sorte. Et donc cet axe-là va rester, je dirais, une grande partie de la vie, l'axe principal du développement de l'enfant. C'est autour de cet axe qu'il va développer des petites routes et des synapses différentes. Mais on voit bien ici que sa première représentation du monde, puisqu'il le voit, ça se traduit dans le cerveau par des liaisons neuronales, va rester toute sa vie durant comme une représentation dominante. Les autres nouvelles informations prendront très probablement le même chemin, quelques déviations mineures. Le frayage crée les grands axes de la pensée et des représentations du monde extérieur, les circuits et les aptitudes à percevoir le milieu évolutif. Donc, je vais vous expliquer ça de façon un petit peu plus poussée. Je vais vous le dessiner, parce que c'est vrai que je ne peux pas faire autrement. Donc on va aller là-bas. Alors. Donc il se produit ce phénomène. Et on fera ensuite le parallèle avec les singes de Harlow. Donc là, je vais dessiner la personne qui voit. Donc vous avez le cortex ici. Et puis vous avez ici le cerveau limbique, c'est-à-dire lié aux émotions, le mésencéphale qui est un peu plus primitif. Donc ici vous avez essentiellement les zones thalamiques, c'est-à-dire le thalamus, hypothalamus, voilà, qui gère nos émotions, et le mésencéphale qui est beaucoup plus primitif puisque lui gère les instincts. Voilà. Et donc l'individu va observer le monde lui faisant face, et à travers ce fameux frayage, que je vais dessiner ici, il va créer un champ de perception, c'est-à-dire un champ de perception subjectif. Voilà. Les perceptions subjectives. Voilà. Et on s'aperçoit vite que les axes neuronaux qui se créent quand on observe le monde ne vont pas directement jusqu'au monde en toute objectivité, pas du tout. L'enfant va rester sur son ressenti et créer de la subjectivité, c'est-à-dire que cette voie-là est court-circuitée, et il va essentiellement nourrir une représentation du monde qui lui semble réelle, mais qui n'est pas réelle. Je vous vois, je crois vous connaître, mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes profondément. Et il faut que je tienne compte de cette donnée pour pousser plus loin mon analyse. En contrepartie, les informations du monde extérieur vont aussi transiter par son champ de perception qu'on a là. Donc, même les informations que l'on reçoit, on croit qu'elles sont objectives, on croit qu'elles viennent directement du monde au cerveau, mais non, elles passent par notre champ de perception, notre impression de la réalité. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc, on s'aperçoit que, on va dire, on projette d'abord, le développement de l'enfant projette ses représentations. À travers ces représentations, le monde, on va dire, comment l'expliquer, l'homme façonne le monde à travers son champ de perception, et le monde le façonne à travers son champ de perception. C'est-à-dire que finalement, c'est nos impressions qui nous nourrissent, et qui fait qu'on peut aussi nourrir autrui. Donc vous voyez, tout est subjectif, rien n'est vraiment réel. Donc, on va essayer de reprendre ça. Donc ça veut dire que finalement, nous façonnons le monde nous façonne, mais d'une façon très particulière que je viens de vous décrire. Voilà. Donc on revient à notre expérience de Harlow. Vous avez des questions ? Oui, un exemple un peu plus concret. Un peu plus concret. Alors. Oui, par exemple, l'enfant voit... Eh ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va reprendre l'exemple du jeune macaque qui se trouve ici. Le jeune macaque se crée une représentation du monde qui lui semble dangereux. Il ne l'est pas pour vous et moi, il l'est seulement pour lui. Et à un moment donné, on va mettre par exemple un gugus qui bat du tambour pour le stresser. Et à ce moment-là, il pourrait ne pas le voir comme un danger, mais dans son champ de perception à lui, il va le percevoir, puisqu'il est insécure, il n'est pas en sécurité, il va le percevoir comme un danger. Et il va s'abriter sur, on va dire, le substitut en feutre. Comment vous expliquez ça aussi ?
tout ce que vous recevez comme information peut passer à travers le champ de vos préjugés, comme les miens, comme chacun d'entre nous. Et à travers ce champ des préjugés, on va se faire une idée des informations qui nous pénètrent. Et on va aussi, comme le téléphone arabe par exemple, on va en parler autour de nous. On va vite s'apercevoir qu'à cause de ce champ de subjectivité, c'est-à-dire ce prisme qui déforme notre vision des choses, l'information n'arrivera pas à son terme tel que vous l'avez émise. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, comment dire? Alors, permettez, je me remets en sécurité. En sécurité, c'est le cas de le dire. Elle est pas mal celle-là. Un lapsus révélateur. Donc, pour reprendre l'exemple de Harlow, le singe ne va commencer à s'extérioriser vraiment qu'après s'être sécurisé et nourri. Après, il va passer à d'autres activités. Eh bien, un enfant, c'est pareil. Un enfant a besoin d'abord d'être sécurisé parce que son champ de perception lui fait voir le monde d'une certaine manière. Et comment dire, c'est seulement après s'être sécurisé qu'il va s'ouvrir au langage, qu'il va commencer à se mettre en position spatiale de parler avec autrui, c'est-à-dire avec son oncle, sa tante, n'importe qui, un étranger, mais seulement s'il est sécurisé. La mise en relation avec autrui ne se fait qu'à travers la base de sécurité. Et c'est là où justement je voulais dire, voilà, c'est une photo qui pour moi est révélatrice à travers le regard de cet enfant. Vous voyez à quel point on était tous comme ça étant gamin. On peut avoir peur du monde extérieur, on a besoin de tenir une main pour nous sécuriser. C'est une image qui est magnifique, je trouve. Voilà. Et je pense qu'on a tous plus ou moins été comme ça. Donc, cette hypothèse de la base de sécurité, c'est la première ouverture vers la maturation. Tant qu'on n'a pas cette sécurité, on reste sur des peurs et qui intensifient nos préjugés, qui nous poussent à un mode de vie sécuritaire tel que je l'ai encore décrit. On se referme sur soi et finalement, ça bloque nos dispositions à aller vers l'autre, à entrer en relation avec l'autre. Donc ça bloque nos possibilités de transindividuation et on cesse de vivre. On reste bloqué sur des préjugés comme un alpiniste sur son piton, le cas de le dire. Donc la radicalisation, c'est aussi ça. Un enfant qui a été élevé de manière affective aura moins de tendances radicales qu'un enfant qui a été élevé de manière brutale. Donc, si vous voulez, on entre dans le cycle des générations, on se demande qui est le coupable. Il n'y en a pas vraiment. C'est délicat. Le coupable, finalement, c'est l'homme, parce que depuis qu'on est homme, depuis qu'on est là, en tant qu'espèce, la souffrance est toujours là, à travers le cycle des générations. Donc, difficile de désigner un coupable. La radicalisation, je pense que la source de la radicalisation, elle est avant tout dans les racines animales de notre espèce. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, le cerveau. Voilà. Donc, on a ici, vous voyez, toutes les zones thalamiques. Donc, l'hypothalamus ici. Donc, toute la zone thalamique est ici. Donc, là, on a le cerveau limbique, avec l'amygdale qui gère les peurs, l'instinct défensif, etc. Donc, tout ça, c'est, je dirais, nos émotions. C'est ce qu'on retrouve dans la psychologie des foules. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cerveaux. Donc on en a un dans le ventre, et oui, parce que c'est notre premier cerveau avec les neurones dans le ventre pour la digestion, parce qu'à l'époque on cherchait à manger avant de réfléchir, ce qui est normal. Ensuite vous avez, on pourrait l'appeler le deuxième cerveau, puisque c'est celui qui est hérité de notre évolution, qui gère les émotions. Celui-ci prédomine dans la psychologie des foules. Et l'individu, lui, prédomine à travers le cortex frontal. Voilà. Les deux hémisphères du cortex frontal, où il se met à réfléchir, analyser. Vous avez ici toutes les dimensions supérieures, toutes les facultés supérieures du cerveau. Et derrière, vous avez plutôt les aires de réception sensitive. La vue, le toucher. Est-ce que vous voyez bien la flèche? Voilà. Le cervelet, lui, gère plutôt les automatismes du corps, respiration, cœur, etc. Tout ce qui est automatique en vous. Donc nous, on va s'intéresser essentiellement à la relation cortex-thalamus. Cortex, cerveau limbique.
Le développement du néocortex, c'est le langage, la pensée, l'imagination, la conscience, l'interoception, c'est-à-dire la faculté de se sentir, qui est très important chez l'homme, et aussi le développement de la culture, ce que le philosophe Emmanuel Kant mettait en contradiction avec la nature. Pour lui, ce qui nous faisait évoluer, c'était le combat entre nature et culture, qui provoquait justement un champ de conscience, c'est-à-dire de perception de soi et de technique de soi. Alors, ce développement se fait correctement si la figure maternante est présente et disponible. Cette figure maternante, on peut la retrouver à travers les institutions, quand vous avez par exemple un orphelinat qui fait bien son travail, les instituts de soins, les hôpitaux, les médecins, etc. sont aussi une figure maternante, les psys le sont également. Le père, la mère ou le tuteur ou la famille d'accueil pour les enfants abandonnés. Et pour les enfants abandonnés, il est intéressant de noter que leur processus peut s'interrompre, y compris en taille, y compris en poids. Un enfant insécure ne va pas générer des hormones, on va dire, suffisantes pour se développer correctement. Ce processus reprend son cours naturel quand il est de nouveau dans un milieu sécurisant. Donc il arrive parfois qu'un enfant qui ait souffert de manque affectif fasse 10 cm de moins qu'un enfant, au maximum, qu'un enfant qui a été élevé dans un environnement sécure. L'évolution des capacités. Donc d'abord l'évolution des capacités, puis ensuite l'exploration et l'éloignement de la famille. C'est-à-dire qu'arrivé à l'âge adulte, l'enfant va pouvoir, et c'est tout à fait paradoxal, une fois qu'il s'est bien nourri de l'attachement, il va s'en aller, découvrir le monde. Il est bien, il n'a pas de groupes méthyl qui sont fabriqués dans le cerveau pour lui pourrir l'existence. Donc il ne va pas stresser, il ne va pas, on va dire, développer des marqueurs de stress très importants, donc il va pouvoir visiter le monde. Par contre, les enfants hyperanxieux émotionnels développent des comportements autocentrés, notamment à travers la scarification. Alors, je n'ai pas de photo pour la scarification, il valait peut-être mieux pas. Par contre, j'en ai peut-être ici sur... Est-ce que j'en ai ici? Ah oui, voilà. Ça, c'est un pauvre gamin qui avait été photographié après l'ouragan Katrina. Voilà, ça c'est terrible. En tout cas, ça me touche. Ça, je veux dire, et bon, là, c'est une image d'actualité, donc c'est réel, c'est pas un montage. Voilà, pauvre gamin. Ces enfants-là, j'en étais où parce que ça me touche vraiment pour le coup. Entrent dans un non-langage, c'est-à-dire un comportement autocentré, ils se referment sur eux-mêmes. Ils ne parlent plus. Ils ne se mettent plus en relation avec autrui, donc ils n'ont plus de sensation avec l'environnement extérieur. Donc pas de reconnaissance sociale non plus. C'est des enfants qui, pour sentir quelque chose, ou pour retourner les émotions qu'ils émettent, parce qu'ils ont c'est une véritable tempête intérieure quand ils sont abandonnés, pour extérioriser ces émotions, ils vont se scarifier, par exemple. Vous avez ce phénomène chez les adolescents. Donc pour se sentir, à un moment donné, ils vont se faire souffrir. D'autres personnes, par contre, vont se refermer et développer un ego surdimensionné. Donc là, on retrouve ça, je dirais, à travers de nouveau le complexe d'infériorité, où, on va dire, pour compenser la non-acceptation, parce qu'il s'agit vraiment de non-acceptation des souffrances qu'ils ont pu endurer, ils n'acceptent pas d'être faibles, pour eux, c'est pas autorisé, ils vont développer un ego surdimensionné, et ils vont devenir de puissants leaders, mais parfois despotes. Donc on a, on va dire, dans les éducations passéistes, c'est les éducations basées sur le passé. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple très simple, la dépression, c'est de la bêtise, ça n'existe pas, un coup de pied aux fesses, ça repart. Puis taisez-vous. Voilà. Là, on a vraiment une éducation passéiste. On a des enfants qui vont se refermer, qui sont susceptibles de devenir effectivement des leaders matérialistes, avares, ultra compétitifs. Donc ça bloque net le processus de maturation qui passe forcément par le rapport avec autrui. Alors, on a vu ça. Donc maintenant je vais vous distribuer mes petits schémas. C'est important. Je pensais qu'on serait un peu plus nombreux, mais on sera avec. Pour les autres, je pense qu'ils le regarderont sur Internet. Donc je vous les fais passer. Voilà. On va prendre, parce que je vais pouvoir les mettre aussi sur l'écran. Et puis celui-ci aussi.
commencer par la constellation des déterminants. Ça, c'est le schéma normal, si je puis dire. Alors, je vais essayer de le retrouver. Est-ce que jusque-là, ça vous intéresse ou est-ce que c'est soporifique? Moi, je lis bien. Alors, non, ça c'est quoi ça? Les apprentissages informels. Non. Merci. Alors, je vais essayer de l'afficher en mode rotation. Ouf, oui, gagné. Bon, voilà. Est-ce que vous les voyez? Oui, tout va bien? Bon. Alors, donc là, on a notre constellation de déterminants. On voit très rapidement à travers les cercles, donc ça c'est des théories de la résilience, aussi il y a des travaux qui ont été faits sur la résilience, que, comment dire, l'enfant, bon, le cercle est sain, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure, de carence affective, de rupture affective. On voit que dans un premier temps, de 0 à 3 ans, on a ce que Freud appelait le phénomène d'identification primaire. Donc c'est-à-dire que l'enfant va essentiellement s'identifier à ses parents pour se développer, pour faire court. S'il y a deux pères ou deux mères. Deux pères? Non, il y a père et mère. Qu'est-ce qu'on peut se poser? Ah oui. Alors, oui. ça c'est une question compliquée. Ça, c'est oui. Essentiellement, on peut dire que, bien sûr, l'idéal, d'un point de vue purement naturel, c'est le schéma familial type. Après, chacun fait selon ses convenances, c'est pas trop le problème, mais il faut qu'il y ait au moins l'un des deux qui apporte l'extériorisation, c'est-à-dire le père va socialiser l'enfant, ou la mère, peu importe, et dans l'autre cas, le parent pardon, va représenter une figure maternante, quel que soit le sexe. Et là, on a un substitut qui est à peu près convenable. Après, encore une fois, quel que soit le sexe, on peut largement diminuer les dégâts par l'éducation. Il faut savoir qu'il y a des familles type classiques qui provoquent des dégâts absolument. Voilà. Donc, je pense que, après, bon, mis à part les phénomènes de mode et tout ce qui s'ensuit, tant qu'on éduque bien et qu'on retrouve à la fois la sécurité et la figure maternante, ça se passe relativement bien. Voilà. Donc on voit ici que le père et la mère ont une grande importance. L'enfant va aussi s'identifier à sa grande sœur ou son frère, son oncle, sa tante. Dans le temps, on disait toujours il faut tout un village pour élever un enfant, mais là on voit que c'est tout à fait vrai. Donc sur le deuxième schéma, très rapidement, l'adolescent, bah oui, pour faire vite, hein. Donc il va essentiellement s'identifier plutôt sur ses camarades ou sur ses professeurs. Il va rechercher un idéal à travers d'autres personnes parce qu'il a déjà intégré les identifications primaires. Donc le père et la mère ont moins d'importance, je les ai mis en pointillés, mais il va surtout s'identifier à ses copains, ses groupes de copains, un professeur qui peut-être va lui enseigner la philosophie d'une manière où ça va vraiment le dynamiser de façon importante, ou alors à travers un grand sportif, notamment les médias aussi, qui véhiculent parfois des images. C'est pas que du négatif les médias, hein. C'est beaucoup du négatif, mais pas que du négatif. Et parfois on peut s'identifier à un guitariste, un sportif, un chanteur, tout ce que vous voulez. Donc c'est des tuteurs de développement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut beaucoup de monde pour élever un enfant. Ensuite, dans les tuteurs de résilience, on s'aperçoit que effectivement il y a une sphère affective importante. Ça peut être une tragédie, perte, deuil, isolement. Il faut savoir que dans l'isolement, un enfant va, on va dire, développer des symptômes, je dis bien des symptômes quasi similaires à l'autisme, mais qui ne sont pas des troubles autistiques à proprement parler. Et, comment dire, même s'il est génétiquement sain, biologiquement sain, on va dire psychologiquement sain, c'est un enfant qui sera un enfant sauvage, donc il faudra recommencer tout le processus pour apprivoiser l'enfant. Si vous lui tendez les bras, si vous lui souriez, l'enfant ne va pas comprendre, il va montrer les dents ou il va s'enfuir. Les enfants qui n'ont pas du tout développé de relations extérieures, finalement, ont des comportements autocentrés importants. Et parfois même, quand la peur est trop grande, oui, il va se faire du mal à lui-même. Alors, donc on voit l'escarre affective, donc il a perdu ses parents, admettons. Donc c'est un enfant qui va s'accrocher à travers ce traumatisme sur un animal de compagnie, une famille d'accueil, un oncle, une tante, des copains de quartier.
une rencontre signifiante, donc importante pour lui, un acteur de cinéma ou un chanteur, ou un philosophe, un clochard parfois, parce que les clochards représentent aussi quelque part la tristesse qu'ils ont en eux-mêmes. Et il y a un surinvestissement des autres figures, et ce surinvestissement fait que l'enfant va beaucoup se fatiguer à vouloir compenser. Donc c'est des enfants qui ont des tendances, c'est pas toujours généralisé, mais des tendances à fatiguer plus vite au niveau du cerveau, donc il faut faire attention au niveau des dépressions. Alors, je fais encore très vite, je vous distribue le reste. Hop là. Voilà. Oui, ça va, on est dans les temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, mais la joie, dans le système de résilience, on a, par exemple, dans notre famille, un fils qui est famille d'accueil, un petit garçon de 4 ans, qui souffre beaucoup, qui s'accroche à son tonton, à sa tata. Oui. Il y a quand même beaucoup de souffrance. Merci. Qui se manifeste par des caprices. Donc il essaye d'attirer l'attention. Ah ben oui, il mord, c'est Oui, plusieurs mots, bon, Est-ce sa qu'il maman sait- ne veut plus le voir. C'est un papa qu'il a connu, mais son papa maintenant Son papa, le frappe. oui, c'est un C'est un papa psychopathe. qu'il a connu. C'est un psychopathe, et puis pour l'instant, ils n'ont rien fait Il m'a l'administration. fait peur, j'ai cru que c'était un psychologue. Non, Non mais vous voyez, là c'est un Non, problème. Mais Donc, le temps que l'administration réagisse, alors, c'est vrai que ce petit C'est trop garçon, c'est trop lent parce que finalement, tout ce qu'ils ont pu lui apporter, c'est tout cassé. Quoi. il a Tout des est carences cassé, de tout est langage. cassé, il faudrait il repartir. faut se méfier parce que quand il y a trop de cassures, l'enfant peut perdre confiance et là c'est terminé. Oui, c'est ça. Oui. Donc vraiment quand on instaure un climat de dialogue où on le voit, enfin on l'a vu maintenant, je pense que ça se fait un peu moins, mais quand on change de famille d'accueil en permanence, Non, là, il est Non, dans mais la il est toujours dans la même. même. Là, ça se passait bien, il est bien évolué. Et puis ensuite, avec son papa, il y a eu des gros problèmes. Puis il était psychopathe. Et puis là, mon fils, et puis c'est ma belle-fille aussi. Et puis ça, c'est. Et maintenant, il le voit, je pense, là-bas, dans le centre, à la base. d'accord. Mais il m'a donné 3 ou 4 fois, il ne l'avait jamais vu comme ça. Là on voit bien On que sent qu'il y a une énorme souffrance. Oui, il avait soufflant. Mais il avait bien, vous voyez, il avait passé des paliers, et puis finalement, il a régressé. Parce que le contact n'était pas suffisamment entretenu. Le contact, c'est comme une corde. Hein. Vous savez, vous tendez une corde à un enfant, vous lui permettez de remonter, mais si vous coupez la corde, il retombe. Ouais, mais on aurait pu analyser un peu plus le papa. Je pense que finalement, on a voulu qu'il voit son papa qui n'était pas son papa qu'il avait reconnu, et puis finalement, on n'a peut-être pas pris tout. Ce que vous me dites là, ça correspond bien à, aux attentes déçues. C'est-à-dire qu'un enfant, ce qu'il craint le plus, parce que sa libido génère des désirs, c'est pas que le sexe. Non, mais c'est ça, c'est évident. Oui. Donc il a des attentes, des désirs, et il ne faut surtout pas que ces attentes soient déçues, sinon pour lui c'est un C'est ça, effondrement. Ça se voit. Chaque fois que notre belle-fille l'emmenait pour qu'il rencontre sa maman et qu'elle ne venait pas au rendez-vous, il pleurait, il criait, et son lit était trempé à ce petit. Il est traumatisé ce garçon. Ouais, Et il y a Maintenant, eu quelque chose de il ne la fait. voit plus. Bon, il voit pas. Mais à un moment, on ne voit plus. À un moment, il a fait un autre bébé, mais ainsi de suite. Elle a 19 ans, 20 ans, elle va faire 5 Ils font ou tout 6 ce qu'ils bébés. peuvent, nous aussi on fait ce qu'on Et peut. la maman n'est pas prise en charge par une Oh, cellule. si, je pense. Sûrement si, mais enfin, c'est pas normal qu'elle considère pas les enfants. Quoi. Mais vous voyez, là vous avez un exemple type Ah oui. de l'immaturité. L'immaturité. Ah, c'est oui. spectaculaire. Alors qu'il est dans une famille, c'est sûr, ils font tout, ils croient encore, mais c'est vraiment difficile. Hein. Donc on voit On bien a 2 que- autres petits-fils, il y en a un qui souffre aussi de ce fait-là, ils essaient de passer plus de temps. Un autre petit-fils qui a eu à souffrir. Ah, c'est triste. C'est triste. Alors, donc du coup, j'essaye de retrouver voilà, la prédictivité de l'attachement. Justement, ça va beaucoup vous parler, je crois. Voilà, je vais d'abord mettre au-dessus. Ça rejoint tout ce que vous m'avez dit. Donc, on voit très rapidement. D'abord, vous avez à gauche le discours sécurisant ou distant, donc le mode interactionnel et la réponse du bébé face à la situation. Quand la maman est, on va dire, ouverte, en situation d'accueil par rapport à l'enfant, un discours sécure, autonome, toujours stable, il n'y a pas de conditions, c'est pas je t'aime si tu fais ci ou si tu fais ça, c'est je t'aime, c'est tout. Il y a de la cohérence, donc décrivant les expériences d'attachement, c'est tout le processus entre la mère et l'enfant. Donc la mère s'oriente vers l'enfant est sécurisé, il pleure au départ, il est accueilli en retour,
puis il explore parce que sécurisé, donc son ego est résilient, c'est-à-dire que la maman permet à l'enfant de grandir. Ensuite, le discours détaché, donc vous avez plusieurs types de figures maternantes, parce que parfois c'est aussi le papa. La mère affirme par exemple que c'est une mère formidable, qu'elle a toutes les qualités du monde, elle se dissocie de ses propres souvenirs, c'est-à-dire de ce qu'elle a pu vivre quand elle était jeune, donc elle croit à une situation, c'est le schéma qu'on a vu sur la perception subjective, elle croit qu'elle fait bien son travail de mère, mais elle ne se rend pas compte, parce qu'elle n'a pas suffisamment travaillé sur son passé par exemple, qu'elle peut avoir des comportements détachés. Donc parfois elle peut repousser le contact en toute inconscience, elle ne fait pas exprès. Donc l'enfant devient évitant, c'est-à-dire toujours un petit peu sur la crainte, il n'y a pas de pleurs au départ, pas de fête gestuelle au retrouvailles, un enfant qui ne fait pas de fête gestuelle, c'est-à-dire il va vers sa mère, hein, tout content, c'est un enfant qui peut s'aseptiser au niveau des émotions, qui peut devenir froid avec le temps. Certains, pas tous, hein, parce que c'est vraiment à prendre au cas par cas, c'est très difficile. Donc là on a un tableau à l'emporte-pièce, mais ça peut aider à comprendre. Donc ensuite on a des discours préoccupés, donc là ça peut être aussi à cause du travail par exemple, confusion des idées, passivité, crainte, réponse à côté, on est là sans être là. Donc la maman là ne fait peut-être pas exprès, elle ne perçoit pas l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut courir, il faut faire, il y a beaucoup de mamans qui sont dans ce type là, étant donné que la vie c'est une course, il faut gérer, donc c'est pas toujours facile. La société ne fait pas son travail vis-à-vis de ces parents-là parce qu'elle est toxique aussi au niveau du temps, hein, c'est ce que j'explique aussi dans mon bouquin, elle nous prive de temps. Donc l'enfant devient résistant, ambivalent, il va au contact, il pleure, il fait des essais, il revient, il est inconsolable, parfois il se pose en victime, c'est des enfants qui ont des comportements aléatoires. Et ensuite le discours désorganisé, à travers, comment dire, si la maman provoque ou a vécu des pertes, de la maltraitance, de la désorientation, des névroses, la maman est bipolaire, elle pleure, il y a des silences, parfois elle va dire mon enfant c'est le plus beau, et puis tout à coup elle va changer de caractère, on ne comprend plus rien. Donc c'est une incohérence importante. Elle va parfois s'agripper à l'enfant pour se sentir en tant que mère, parce que parfois les mamans ont aussi besoin de reconnaissance sociale, parfois elles le repoussent parce que épuisée par cette bipolarité, elle n'arrive plus à gérer. L'enfant vit dans la stupeur, c'est le cas de le dire, désorganisé. Il développe un profil accidentogène parce qu'il n'a pas de capacité attentionnelle et il va parfois essayer d'attirer l'attention inconsciemment. Donc il devient possessif ou développe une grande froideur affective. Parfois il devient très punitif, parfois en recherche d'affection, il devient très protecteur où il s'accroche à d'autres personnes, parfois quitte à étouffer le compagnon. Donc on voit que c'est tout à fait... c'est un processus inconscient naturel. Donc là, il y a un risque mental majeur. Voilà. Si ça peut vous aider ou vous éclairer, c'est... Je me posais des questions par rapport, je vous la posais la question. Oui. J'ai une voisine chinoise qui est arrivée en France et puis qui a eu un bébé. Le Mongolie intérieur, de toute façon. Et puis, un bébé, elle avait 31 ans, elle a un bébé de 6-7 ans. Et elle s'est séparée, ça s'est mal passé, femme battue, elle s'est séparée de son mari, et puis donc elle vit maintenant, le gamin, il y avait garde alternée auparavant avec le père, il y avait des difficultés, hein, et puis maintenant, donc, elle a retrouvé un copain, et le père n'a plus l'enfant du tout. Donc, par rapport à ses racines, à ce gamin-là, je me posais des questions, parce que sa maman, elle est originaire de Chine, elle n'a pas de famille en France. Ses roots, comme on dit, les racines, son père, finalement, maintenant... Asiatique aussi? Non, il est français. Français de Grange-la-Ville, là. Donc, je veux dire, je me dis, bon, il avait des racines françaises par l'intermédiaire de son père, mais apparemment, lui, le père n'a plus du tout la garde de l'enfant. Donc, puis là, elle a retrouvé un copain. Donc, ce gamin-là, finalement, je me disais, je me posais la question, hein, il a plus de racines, quoi. Le problème, tout le problème, vous voyez, c'est que c'est un enfant qui n'a pas pu s'identifier correctement, ni par rapport à sa culture,
d'origine, parce qu'aujourd'hui il est clairement prouvé par la science que nos souvenirs se transmettent à travers les gènes, ce qui est vrai, on vient de le découvrir. Donc il y a un problème par rapport à la culture qui, bon, il a quand même à moitié la culture française, mais bon, il faudra aussi qu'il recherche plus tard à l'adolescence ses racines. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est vraiment l'identification primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papa pour le socialiser. Alors ça peut se traduire de deux façons différentes. Soit il devient désorganisé comme le dernier schéma qu'on a vu, ça dépend de la maman, soit au contraire le beau-père peut faire un excellent travail et peut essayer de rattraper, de recréer des racines là où effectivement il y a résilience, parce que c'est clair que là il n'y a pas de racines, il y a une carence affective. Mais c'est des schémas types, hein, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ça partout, Oui, des situations comme ça. Des adoptions, enfin là c'est différent. Des adoptions, oui c'est encore différent. C'est encore différent là. C'est encore différent. Mais il y a encore un phénomène que je ne m'explique pas bien, c'est que l'enfant le vit bien tant qu'il ne le sait pas. Après, il peut le vivre comme une trahison, ça je le remarque souvent. Oui, dans les cas cliniques, je le remarque souvent, quand l'enfant sait, il le vit comme une trahison. Et donc il n'y a pas de schéma idéal, parce que quand l'enfant le sait tôt, même s'il le sait très tôt, il n'arrive plus à s'identifier à ses parents normalement. Donc s'il ne le sait pas, oui. Il a l'impression de ne pas être. Vous l'avoir vécu, oui, vous l'avez vécu. Je le vois tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Mais après, ça dépend de la faculté du langage des parents adoptifs. Oui, c'est ça, ça s'appelle l'évolution, système ouvert, très ouvert. Voilà, mais pour répondre aux deux questions, parce qu'il y a une corrélation entre les deux, tout se joue sur le langage. C'est-à-dire qu'il faut que la maman aussi explique, c'est-à-dire voilà, ça s'est pas bien passé avec papa, il n'était pas gentil avec moi, tu peux le voir quand tu veux, bon, sauf si le papa n'a pas envie de le voir. Voilà, de partager, sans pour autant lui transmettre de souffrance, sans pour autant lui dire oh là là ça va pas, je vais pas bien. Ah oui, c'est évident, on ne peut pas lancer dans le jeu là. Voilà, mais lui expliquer simplement, de façon très neutre, qu'il a toute sa place, parce que si on ne lui parle pas, il peut se sentir vite désorienté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, mais je me posais la question par rapport à ce que je vois, parce que elle est assez manipulatrice. Et puis par rapport à son gamin, mais le gamin, il cause tout le temps, mais il ne sort pas beaucoup, je veux dire, il ne se mélange pas aux autres, enfin, je veux dire, il cause beaucoup avec sa maman, tout ça, il est très bavard. Mais je me posais, je me dis, il a une famille française, bon, la famille chinoise là-bas, elle est à des milliers de kilomètres, bon, elle peut aller une fois exceptionnellement rendre visite à sa famille, mais s'il lui arrivait quelque chose dans la vie, etc., le gamin là... C'est-à-dire que certaines mères ont une tendance naturelle à conserver l'enfant. C'est-à-dire, c'est presque un instinct, je dirais, tout à fait normal de conserver l'enfant et de le protéger. Et le papa, lui, vient, il interrompt ce processus, et parfois ça se passe mal dans les couples à cause de ça, il prend l'enfant, il le socialise doucement. Parfois, ça peut provoquer des heurts, ça dépend de l'ouverture d'esprit de chacun, ça peut provoquer des heurts dans le couple. Là, dans ce cas-là, comme il n'y a pas de papa pour commencer le processus de séparation et de socialisation en douceur, j'insiste bien, il ne faut pas le faire brutalement, la maman peut très bien voir son sentiment de possession, je dirais, tout puissant. C'est-à-dire, elle empêche inconsciemment l'enfant d'aller dans la relation avec l'autre, avec ses copains, il n'y a pas de figure paternelle pour interrompre cette fusion entre la mère et l'enfant. Ça, c'est le risque. Après, je ne connais pas cette personne. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle vit dans... Enfin, je ne veux pas même le temps, c'est pas là pour moi. Mais elle vit dans le milieu, elle fait partie d'une association franco-chinoise, elle a travaillé, elle a fait partie du stage, de formation. Et puis, maintenant, elle a trouvé ce copain-là, mais elle est elle se vêt elle est vêtue de manière, elle a eu le satin, tout ce qu'il veut, avec la tenue mongole, quoi. Hein. Bon, je veux dire... Il y a peut-être tout simplement une appropriation culturelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la maman va essayer de faire prédominer sa culture sur celle du père. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver, effectivement. Alors, bon, je continue si vous permettez. Est-ce que j'aurais une question? Oui, est-ce que les enfants adoptifs connaissent leur origine? Est-ce qu'ils ont accès à leur dossier? Je ne crois pas. Des sous-X, ça m'étonnerait. Des sous-X, je ne sais pas. Sinon, ils connaissent leur nom d'enfant.
Non, le prénom d'enfant. Je pense que, alors c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé à poser cette question aux parents qui viennent me voir, qui ont ce problème-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le droit de veto des parents adoptifs? Est-ce que c'est à eux de le dire ou bonne question? Il faudrait examiner plutôt les textes de loi. Nous, on a un cousin qui est dans la mode maintenant, mais il a pris son nom. Son nom de baptême, son nom colombien. Colombien. Il a repris. Il a deux noms. Il a ses deux noms. Il présente ses habits, tout ça, ses collections sous ses deux noms. Moi, je préconise toujours, de toute façon, dans ces cas-là, que les parents parlent à l'enfant, qu'ils ne lui bloquent jamais l'accès à sa culture, de ne jamais le priver de son identité d'origine. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut, donne le meilleur pour que tu puisses vivre, et quand tu le souhaiteras ou quand tu seras majeur, tu retrouveras ta culture d'origine, mais toujours dans le sens de l'ouverture. Oui, mais dans le cas d'une enfant adoptée, donc que j'ai connue, donc cette petite, elle ne connaissait pas son origine. Elle savait qu'elle avait été abandonnée Il y a longtemps. Corée, je ne sais. Oui. Elle avait 18 ans maintenant, bon, ça s'est mal fini pour elle, la pauvre. Et sa maman adoptive a dit qu'elle était tourmentée par ses origines. Ouais. Donc elle connaissait ses origines. Elle les connaissait. Et elle voulait savoir, moi je pense qu'elle voulait savoir. Après, il y a eu ça d'autres dépend problèmes dans vraiment, le couple après, bon, qui ont compliqué les choses, bien sûr. Oui, ça dépend vraiment de l'approche qu'on a avec ses enfants. C'est-à-dire que, est-ce qu'on lui a expliqué à un moment donné que ça pouvait bien se passer ou ne pas bien se passer? Est-ce que... donc, c'est vrai que chaque enfant réagit plus ou moins différemment. Mais est-ce qu'il aurait mieux valu lui cacher ces informations? Justement, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils le savent automatiquement ou est-ce qu'on doit leur cacher? De toute façon, le souci, c'est que dans cette configuration-là, il n'y a pas de solution idéale. Il n'y en a absolument pas. Si on lui cache, il le prendra pour une trahison. Si on ne lui cache pas, il peut être tourmenté. Donc c'est vraiment, je dirais, pour ces enfants-là, il faut un suivi, un échange, un suivi régulier. Tes suivis, ça mérite très très attentif. Je dirais qu'elle a probablement fait de l'excellent travail. Peut-être que ça a marché à 50%, à 60%, à 70%. Ça peut vraiment jamais vraiment marcher à 100%. C'est vrai que c'est délicat, ces situations-là. Alors, donc, les apprentissages informels. Alors, avant d'aller de distribuer ça, on attaque la deuxième partie. Oui, on a encore un peu de temps, tout va bien, 8h30. Donc, quand le développement de l'enfant s'est bien passé au niveau de sa petite enfance, qu'il est sécure, qu'il peut passer à l'étape suivante, donc on arrive aux apprentissages formels et informels. Donc c'est l'accès essentiellement à la culture, c'est-à-dire à la faculté d'apprendre, de connaître le monde, d'échanger sur le monde, de partager une discipline, le désir. Alors je lis, hein, parce que... Donc saint Augustin pensait comme Aristote que le goût d'apprendre est naturel. Les bébés, ces chercheurs en herbe, semblent le confirmer. C'est vrai, c'est la soif de... Ça rejoint la libido, la soif d'apprendre est grande. Plus étonnant, ni la soif, ni les capacités d'apprendre ne semblent s'éteindre avec l'âge. Quand un enfant est bien élevé, effectivement, ça ne s'arrête pas. Sauf quand, par exemple, vous avez un court-circuit des appareils numériques modernes. Ça arrive. Donc là, effectivement, on pense plus à, ne serait-ce que par addiction, à jouer qu'à apprendre. Il arrive parfois que ça provoque des courts-circuits. Donc, tous les hommes ont un désir naturel de savoir. Aristote le dit dès la première phrase de sa métaphysique. Pour le philosophe, le désir d'apprendre est naturel et commence par le simple fait de tourner les yeux pour s'intéresser à ce qui se passe. C'est très naturel chez les enfants et chez les animaux aussi. J'entends un cri, je vois un attroupement, je veux savoir. Telle est pour Aristote la base de la curiosité naturelle. Quelques siècles plus tard, saint Augustin fera aussi du désir de savoir, libido siendi, l'une des pulsions fondamentales des humains aux côtés du désir sensuel, libido sentiendi, et du désir de dominer, libido dominandi. Qui dit libido pense à Sigmund Freud, évidemment. Le fondateur de la psychanalyse nommait épistémophilie, ce désir de connaître. Pour lui, ce serait l'expression sublimée de la pulsion sexuelle. Pour lui, moi je pense qu'il y a peut-être un peu plus que ça. Épistémophilie, cela sonne comme une perversion sexuelle, c'est vrai, une manie de tout savoir et de vouloir fouiller partout. Mais ce n'est pas du tout une perversion sexuelle. Ça, je dirais que c'est l'auteur qui se permet une remarque qui lui est propre, mais je ne pense pas. Alors, donc, le désir d'apprendre chez les enfants. Est-ce que je n'ai rien oublié?
Pour revenir au cerveau, bon, je pourrais parler de la neurogénèse, mais on ne va peut-être pas s'apesantir là-dessus parce qu'on n'a pas non plus tout le temps du monde. Effectivement, le cerveau a une possibilité de neurogénèse, pour revenir, pour faire une parenthèse en neurosciences, c'est-à-dire la naissance de nouveaux neurones. Elle existe dans quelques zones limitées du cerveau, hippocampe et zones sous-ventriculaires. Elle est présente chez les rats, les oiseaux, les primates non humains, mais paradoxalement, son importance et son rôle chez les humains sont discutés par les chercheurs. Donc c'est pas encore tout à fait établi à 100%, mais il s'avère que, par exemple, pour faire naître un neurone et l'amener à maturation, il faut 6 mois. Donc pour sortir d'un burn-out, comptez environ 6 mois. Vous pouvez facilement, dans une situation de burn-out, griller 10% de vos capacités neuronales. Ce qui n'est quand même pas rien. Donc vous imaginez le cerveau, le temps qu'il lui faut pour se régénérer. Donc le burn-out, oui, c'est un fléau qui est essentiellement dû à cette politique de rentabilité de l'économie, où on va rentabiliser les médecins, on va rentabiliser tous les corps de métier, les professeurs, les industries, les ouvriers, tout ce que vous voulez, on les rentabilise au maximum pour générer un maximum de profit. Et ça provoque des dégâts terribles sur le cerveau. Il parlait d'un étudiant qui faisait trader en Grande-Bretagne, qui n'a pas dormi 3 nuits et puis qui est mort. Mais il a pris des médicaments ou anabolisants, amphétamines? Ah bon, je ne sais pas, je crois pas. Non, en se disant que c'était un étudiant qui était à la City et puis il n'aurait pas dormi pendant... Arrêt cardiaque, stress important, par manque de sommeil, c'est possible. Alors, donc ensuite, les 2 derniers. Donc la plasticité synaptique, donc c'est la capacité du cerveau à recréer des synapses, des liaisons, notamment quand vous avez des zones endommagées. Donc elle sert à imprimer dans le cerveau un nouveau visage, un numéro de téléphone, une recette de cuisine, toutes ces choses-là. Et la plasticité fonctionnelle est une adaptation du cerveau. Alors là, la plasticité fonctionnelle, c'est vraiment lié à la neurogénèse et à la synaptogénèse. Donc est une capacité du cerveau à redistribuer les tâches et permettant de suppléer une aire défaillante par une autre. C'est-à-dire quand vraiment vous avez un accident de voiture, vous avez une aire qui défaille. Quand vous faites de la rééducation, ça prend du temps. Le cerveau peut compenser à travers d'autres réseaux, d'autres aires cérébrales. Même avec l'âge, ça peut aussi... alors je me souviens d'une histoire il y a très longtemps d'un homme qui avait reçu une barre en métal à travers l'œil gauche. Oui. Donc il avait perdu une grande partie de son cerveau, il arrivait quand même à vivre, à penser, mais il avait du mal à gérer ses émotions, mais il vivait à peu près normalement. Mais il était a priori devenu très nerveux. Très cool. Alors, donc, question suivante, je vais vous distribuer ceci. C'est qu'il en faut des conditions pour faire mûrir un jeune garçon ou une jeune fille. Pardon. Et quand on voit la situation actuelle où vous êtes court-circuité par des industries culturelles, donc médias, marques de portable, excusez-moi, j'allais dire la marque. Allez, on se cache. Donc oui, court-circuité par toutes les industries culturelles, y compris smartphones et tout ce qui s'ensuit, vous supprimez une à une les racines qui permettent de nourrir la maturité d'un enfant et vous les transformez en consommateurs ou voire même en destructeurs. C'est-à-dire, vous avez tout un phénomène d'assistanat qui se met en marche. Donc des personnes qui plus tard ne pourront pas, puisqu'elles développent, elles ne l'ont pas à l'origine, elles développent un handicap social, elles ne peuvent pas, je dirais, entretenir le système, la société naturelle, hein, pas le système ultra-capitaliste, pardon. Donc on en fait des handicapés quelque part de la vie. Pas mentaux, mais de la vie. Ça en fait de plus en plus. Vous ne pouvez pas demander à ces jeunes qui n'ont pas bénéficié des conditions que j'ai pu avoir ou que vous avez peut-être eu plus tard de se développer. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Ils n'ont pas les capacités, donc ils ne peuvent pas devenir responsables, ils ne peuvent pas reprendre la suite du travail effectué par les générations précédentes. C'est pas possible. C'est sûr, quand ils ont eu un papa, un grand-père, qui n'ont pas vu travailler, Moi je vois des enfants qui ne voient jamais leurs grands-parents.
Les parents travaillent, parfois les parents sont pris en otage, c'est la fatigue, par le travail, ça arrive aussi. Sur Paris, vous avez les temps de route, les temps de retour, les temps d'aller, c'est des enfants qui consomment des jeux, qui consomment toutes sortes d'écrans. Donc c'est des enfants qui sont laissés à eux-mêmes, des parents qui sont réduits à l'état d'impuissance. Donc c'est très grave, oui. Je ne suis pas à la maison, pas souvent à la maison, les enfants seuls. Voilà, après, bon, il y a les parents qui ont vraiment de la mauvaise foi, mais il y a des parents qui sont vraiment à contre-courant, réduits à l'état d'impuissance. Alors, il y a des enfants maintenant qui n'ont jamais, je sais pas, leurs parents travaillaient, mais moi maintenant, s'il n'y en a pas qui n'ont jamais vu leurs grands-parents travailler, problème de chômage aussi. Oui, aussi, oui. Oui, c'est vrai qu'il faudrait repenser la société, mais le manque de moyens fait qu'on ne peut même plus la repenser. Donc on a les apprentissages informels devant nous. Donc, si climat d'ouverture, il joue un rôle déterminant dans l'acquisition des connaissances, des compétences, de l'expérience et de la réflexivité, c'est-à-dire la faculté de se penser. Donc on voit qu'il faut pas mal de conditions, hein. C'est assez simple comme schéma. Un individu auto-formé, c'est ce que Philippe Mérieux pense, un individu bien formé, c'est forcément un individu auto-formé. Parce que même s'il est devant un professeur, même s'il est devant, on va dire, dans un amphithéâtre, devant un intervenant, il va quand même sélectionner le savoir. Il faut qu'on lui apprenne à sélectionner le savoir. Et ça, c'est l'art de la pédagogie. C'est-à-dire lui donner envie de savoir et de sélectionner le savoir. Donc on voit musique, bricolage, cuisine. Bon, bah, ça, c'est des choses importantes de la vie. On sait faire un petit peu tout ce qu'on... Voilà, on apprend de ses propres mains, de son propre chef. On y retrouve les grands musiciens qui sont autodidactes, hein, Jimi Hendrix, Django Reinhardt. La musique développe aussi l'esprit logique, ça c'est important, la méthodologie. Les supports multimédia, on ne va pas non plus cracher dans la soupe, c'est important. On a quand même accès à l'information comme jamais. C'est sûr, c'est fabuleux. Voilà, il faut quand même le savoir. Après, comment traiter cette information, c'est une autre histoire, mais on y a accès. Donc, ouverture sur le monde, documentaire, reportage, absolument fabuleux pour ceux qui s'y intéressent. Recherche d'échanges parce qu'avec les supports multimédia, on peut envoyer des mails, on les reçoit tout de suite, c'est fabuleux, il n'y a pas de distance. De moyens, de compétences aussi. Facebook. Oui, c'est vrai que non, mais il y a son lot. Oui, Skype, on échange, on arrive à échanger, quoi. Avec le Canada, c'est voilà. Ah oui, c'est fabuleux. Et ça circule bien, il y a un bon débit. Ah oui. Ah oui, je pense. Ça Alors. prend un peu des distances. Lecture et culture. À l'époque, au temps des grands consommateurs de livres, on pouvait en vendre jusqu'à 20 par an, on pouvait en lire jusqu'à 20 par an. Aujourd'hui, ça ne se fait plus que rarement. C'est quand même le plus puissant vecteur d'apprentissage théorique et le plus puissant élévateur de capacité cognitive, parce qu'à partir du langage, on peut élaborer des idées, des schémas, on imagine le texte, on le voit. Quand il y a des énigmes policières, on est très occupé à alambiquer ces idées dans son esprit. Donc c'est un puissant vecteur cognitif qui développe aussi des facultés attentionnelles très importantes parce qu'on se concentre quand même quand on lit. C'est Gutenberg, ça a commencé, puis je pense que le numérique aujourd'hui ça a plus d'effet que Gutenberg. Ah oui, c'est plus puissant que... Il y a encore plus d'informations, je dirais, les gens peuvent informer tout le monde. L'important c'est comment gérer tout ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Les e-books. Les E-books. de Google. Oui. D'accord. Et vous voyez, aujourd'hui on en revient à l'essentiel, c'est que quand on a un afflux massif d'informations, quand on ne sait pas qui on est, on se fait noyer. Quand on sait qui on est, on sait où on va. Donc on peut sélectionner l'information. Donc finalement on opère une boucle, un retour sur soi qui est important, d'où Michel Foucault que je citais tout à l'heure. Il n'a jamais été aussi important aujourd'hui au XXIe siècle de se connaître pour bien traiter les informations. Sinon, vous devenez inconsistant. Voilà, c'est couru d'avance. Soit vous abandonnez, vous baissez les bras, et vous allez vous réfugier sur la Xbox, oups, je l'ai dit. Soit au contraire, vous arrivez à sélectionner et vous avancez. Voilà. Donc il faut avoir connaissance de ses propres limites cognitives, qu'est-ce qu'on aime, il faut toujours fonctionner en fonction du désir, qu'est-ce qu'on aime apprendre, qu'est-ce qu'on aime partager. Il faut laisser le superflu dans un premier temps,
et veiller à ne jamais ressentir trop de fatigue à force d'accumuler des connaissances. Ça, c'est important. C'est quelques exemples très simples, mais celui qui arrive à faire ça, il avance. Alors, donc la lecture, les voyages. Alors ça, les voyages, ça c'est le top du top de l'apprentissage. Ça nous ouvre à... Ah bah oui, on a des photos qui nous restent dans les yeux, qui nous restent à vie, quoi. Oui. C'est On a la extrêmement photo, enrichissant. Extrêmement enrichissant. On n'est pas encore dans la maturité, pas au summum de la maturité, puisqu'on est encore dans l'ouverture d'esprit et l'accumulation, enfin le développement des facultés cognitives qui n'a aucun rapport avec la maturité. C'est le support de la maturité, ce qui n'est pas la même chose. La maturité n'apparaît que, par exemple, au terme de certains voyages, avec l'esprit philosophique. On peut être un très bon matheux et avoir un bon esprit philosophique. C'est-à-dire l'art de penser le monde, l'art de se penser, et le summum du summum, encore au-delà de ça, c'est l'art de se penser dans la finitude, c'est-à-dire à travers la mort, qui est très cruelle. Très cruelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, donc je passe au suivant, c'est très simple. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a une certaine ouverture sur la culture des autres peuples ou des autres, toutes sortes de cultures, les voyages, ça forme l'ouverture, hein, la découverte des mœurs, de l'alimentation, des langues, le rapport qu'on a au monde. Donc on arrive à s'attribuer une place dans tout ça. On se dit voilà ce que je suis, ce que je découvre, ce que j'apporte. On arrive à se faire une dimension un peu plus objective, notamment par rapport au schéma de la perception de sa personne par rapport au monde. Donc on prend conscience aussi du fait qu'on est petit, mais que malgré tout, donc le fait déjà de prendre conscience qu'on est petit, ça nous remet dans une bonne position. Je veux dire, l'ego, on prend un coup, mais c'est nécessaire. C'est ce qui nous permet aussi de savoir ce qu'on peut apporter d'un point de vue, je dirais, comment dire, équilibré. Voilà. Donc les voyages, ça nous apprend ça. L'humilité, le rapport avec les autres, ce qu'on peut apporter, la définition de soi par rapport au monde. Et puis une fois qu'on a découvert tout ça, il y a l'étape supérieure, c'est la mort, hein, la mort à travers la maladie, le cancer, où là vraiment on se pose des grandes questions existentielles. C'est-à-dire, je vais mourir, je le sais. Ça peut être, l'abbé Pierre, lui, se posait toujours cette question. Il était malade, hein, il était souvent malade. Il disait, je vais mourir peut-être tôt, peut-être tard, mais je veux savoir comment je vis dans cette finitude, c'est-à-dire dans le laps de temps qui m'est imparti. Alors, ça c'est quand même cruel de penser ça, parce que on est réduit finalement à plus que petit. Déjà dans les voyages, on se resitue de façon plus petite par rapport à celui qui ne voyage pas, mais dans la mort, alors on n'est rien. Mais c'est ça, on est néant. Et finalement, on se rend compte que l'ego est pulvérisé par la mort. Donc, on se dit, ben voilà, je vais donner un sens à ma vie, puisque je n'existe pas. Ça, c'est repris de... Je dois avoir ici le texte philosophique. L'absurdité de la vie, la mort révèle de l'absurdité de la vie, c'est-à-dire de la vie telle qu'on se la conçoit, pas de la vie naturelle. On se dit, mais finalement, mes désirs, mes pensées, avoir une bagnole neuve, avoir ceci, avoir cela, avoir un super profil social, ou tout ce que vous voulez, ça relève de l'absurde. On n'existe pas. C'est-à-dire que vous aurez plus tard une tombe où ce sera marqué 1976, 2000 temps. Point final. Pour faire la chaise, oui. Enfin seul. Enfin seul. Je ne sais plus. Ça tombe. Un illustre inconnu. Enfin, oui, sur sa Enfin seul. son épitaphe. Enfin seul. Enfin seul. C'est Dieu. C'est cynique, hein. Oh, ça vaut le coup de perdre la chaise, ça vaut le coup de se balader. Hein. Un jour, On je peut vous passer. Il faut y aller. Hein. Mais notre situation d'être vivant nous renvoie à ça, nous renvoie à cette finitude cruelle que les gens parfois vivent avec encore plus de cruauté, puisque je le vois tous les jours, hein, à travers la maladie d'un enfant, à travers la maladie d'un conjoint. La mort, elle est cruelle. Quoi. Elle est cruelle. Quand il faut arracher des pages dans un cahier, c'est qu'il y a quand des pages dans les tubes, normalement, ça se passe assez bien. C'est vrai que là, et développer un esprit philosophique pour tenter d'appréhender la mort, de l'apprivoiser, de vivre avec, je pense que c'est là qu'on atteint vraiment le sommet, parce qu'on se situe vraiment bien par rapport au monde. Voilà. C'est pour moi l'aboutissement. Sur soi à faire aussi. Oui, oui.
Parce que vous voyez, on a fait des étages, sécurité, développement, apprentissage, formel, informel, éducation, etc. On arrive en haut avec les voyages, la découverte du monde, et puis ensuite vous avez la découverte C'est une de chance soi. d'être mouvant, parce qu'on est venu. Oui. J'en sais quelque chose, c'est pour ça que je vous en parle. Il vaudrait mieux ne pas traverser ce genre d'épreuve parfois. Mais Oui, ça mais nous c'est oblige sûr, à mais- philosopher. D'abord, nous oblige à philosopher. Quand on tourne les pages, Ça fait normalement, partie de ça la- se passe bien. Ça fait partie de... Ouais, il y a de la casse. Si, quand on n'arrache pas des pages dans la BD, c'est dans la vie, c'est merveille. Oui, quand on a un développement naturel, vous voulez Oui, dire. c'est ça, quand tout se passe Mais bien. c'est toujours la séparation. Mais ça fait rien, c'est... Mais vous voyez, là encore, on entre dans un paradoxe. Les personnes qui vivent bien leur vie comme un long fleuve tranquille n'en ont pas toujours conscience. Parce qu'à un moment donné, pour percer la perception subjective, pour la percer, il faut un choc. Là, vous avez un choc, paf, ça éclate. Et là, c'est comme l'exocète qui sort de l'eau, le poisson volant. Vous sortez de la matrice, c'est-à-dire le monde tel qu'on vous le fait voir, pour reprendre l'expression du film qui est, mis à part les scènes de violence, très bien pensées, vous sortez de la matrice, et là, vous avez la révélation. Vous vous dites, ah, c'est pas suffisant, il faut faire mieux. Il faut repenser les choses mieux. Mais si vous vivez votre vie comme un long fleuve tranquille, certains n'ont jamais cet éclatement de la bulle subjective. Et finalement ne se rendent pas compte des petites choses importantes que vous pouvez avoir au quotidien. Je pense que le sacré dans l'homme, il est là. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire de grandes choses. Ça ne sert à rien du tout. Non. Mais à travers le fait de faire de petites choses, même inconsciemment, vous montrez aux autres qu'il y a l'art de bien vivre et vous transmettez. Une bonne nuit, vous levez le matin, le soleil, vous vous posez devant le soleil, c'est bien, Voilà. je suis là, je vois un beau soleil, un beau... Et si un une beau personne coucher de dans la soleil. rue vous voit sourire et qu'elle est aigre, elle va vous sourire, probablement. Ouais. Et ben voilà. Oui, c'est le petit bonheur qu'on peut Ah, mais petit c'est- bonheur comme ça. c'est tout bête. Oui, bah, c'est tout bête. Et puis relativiser aussi, c'est Pourquoi se relativiser. compliquer la vie, quoi? Pourquoi faire la gueule et puis pourquoi avoir... Parce que le problème, c'est que j'en reviens toujours à aux travaux d'Axel Honneth, qui a très bien pensé ça. On souffre de reconnaissance, de manque de reconnaissance sociale. Ça, c'est un problème. L'individu a besoin, c'est viscéral, d'avoir de la reconnaissance sociale. Parce que c'est un système d'éducation, quoi, médias et tout. Tous les phénomènes de super-héros dont j'avais parlé l'année dernière, peut-être un peu maladroitement, mais c'est ça, on surenfle les capacités, les super capacités de ces héros parce qu'on veut s'identifier à eux, mais ces héros-là, que veulent-ils? De la reconnaissance sociale. C'est le révélateur d'un symptôme. On souffre d'un manque de reconnaissance sociale. Donc du coup, bon, vous avez vu la vie associative, les contacts, le développement personnel très important, les groupes de parole, écrivain, méditation, yoga, ce que vous voulez. Pourquoi développement personnel? Parce qu'on touche vraiment au problème de la connaissance de soi. Il faut quand même apprendre à sentir son corps, à sentir ses pensées, à les maîtriser. Ça, c'est vraiment important. Donc, ensuite, alors ce tableau-là, oui, le dernier. C'est bien. Hein? Vous avez vu ça un petit peu? Ah ben oui, vous avez bossé là. C'est bien. Le dernier. Et encore, j'en fais toujours trop, c'est ça le problème. Mon problème, c'est que j'en fais toujours trop. Alors, Donc perfectionniste. oui, Donc c'est moins bien ça. Ça Donc besoin de connaissance. exactement. La leçon est bien. Non, je pense que... Non, il n'y a pas que les gars que ça. Moi je suis comme ça aussi un peu. Pourquoi perfectionniste? Bonne question. On aime les choses bien faites. On Oui, aime les il y a choses ça. bien faites. Il y a ça, et puis bonne question. Besoin peut-être de me surpasser, je dirais, je Oui. crois, d'avoir un peu Ouais. plus confiance en moi. Ouais. Mais je pense que tout le monde vit ça à un Oui, moment c'est donné. Oui, ça je pense. Oui, C'est le petit défi du quotidien. Alors, oui, j'ai toujours aimé les défis, c'est ça mon problème. Ça me vaut parfois des petits soucis. Vous n'êtes pas le seul. Alors, donc ici on a deux colonnes, oui tout le monde là. Caractère, description, donc là c'est vraiment sommaire, hein. On peut pas réduire l'individu à ça. Ça me fait penser au QCM, des compétences cognitives, l'individu ne se réduit pas à ça. C'est, on va dire, un moyen
de comprendre, de transcrire, mais ça s'arrête là. Donc la maîtrise de soi, c'est des schémas, voilà, les schémas rapides, retenue, contrôle de ses émotions. Donc là, on entre vraiment dans les techniques de soi de Michel Foucault. Là, on y est. C'est-à-dire avoir des phases où on se coupe du monde pour mieux se ressourcer, pour mieux se recueillir. C'est une façon aussi de bien gérer ses émotions. C'est-à-dire que par exemple, vous allez discuter avec une personne de sujets délicats en politique, parce que c'est un sujet qui fâche à tous les coups, vous allez avoir une réaction surdimensionnée. Et finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais les techniques de soi, elles servent à mesurer ça. C'est-à-dire à créer en soi une zone tampon qui permet justement de bien comprendre les émotions de l'autre pour mieux gérer les siennes. Ensuite, la stabilité. Donc personnalité stable, forte, ça c'est très dur à acquérir. La stabilité. Surtout aujourd'hui. De nos jours, on peut beaucoup plus que oui, oui. Une génération, 2 ou 3, 4. La stabilité, vous voyez, c'est le problème des capacités attentionnelles. Plus vous êtes, on va dire, happé par, je sais pas moi, vous allez avoir telle publicité, des écrans numériques partout, vous êtes dans le métro, enfin ça s'allume de partout, votre cerveau va s'épuiser, vous n'êtes plus en mesure de stabiliser vos émotions. Donc on est vraiment dans un rapport d'attention vis-à-vis de soi, et apprendre à ne pas voir, c'est pas toujours évident. Ça, moi je pense que j'arrive assez bien. Ça m'a laissé me toujours par la publicité. Moi, publicité, non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est vrai, moi je coupe le son. Vous avez remarqué, quand vous coupez le son, ça casse net la dynamique de la pub. C'est fini. C'est-à-dire que le son est toujours augmenté quand il y a la pub aussi, c'est très fort, c'est violent. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils gèrent les décibels à distance. Je me suis toujours posé la question. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, quand il y a la pub, on ne s'entend plus. Moi, je coupe le son, comme ça ils peuvent augmenter tant qu'ils veulent. Ils font chanter une poule dans un supermarché, ils vendent 2 fois du bœuf. Et ben voilà, ça c'est le type de comportement à maîtriser absolument. C'est-à-dire, il faut faire attention à ne pas tomber dans ces travers-là. Et le problème, quand vous entrez dans un hypermarché, c'est que dès que vous mettez un pied là-dedans, vos facultés attentionnelles sont complètement divisées. C'est ça. Donc c'est le cauchemar des... Mais depuis que je fais les courses, moi je dis à mon épouse, est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire? Oui, c'est le chat, non? Non, c'est moi qui... Ah, pardon. Je croyais qu'il se perd. Non. Donc ça c'est le cauchemar des consommateurs parce que, comment dire, même pour quelqu'un de lambda comme moi qui vais faire mes courses ou ma femme ou n'importe qui, on veut faire ses courses à peu près correctement, il faut être vigilant en permanence. Ce qui fait qu'on ressort, on est épuisé. On y passe du temps. Oui. Non mais épuisé. Non, mais on est Et puis épuisé. maintenant avec le prorata du poids, avec le prix, parce que le poids n'est plus fixe, donc vous pouvez avoir 10 grammes de moins, c'est plus cher. C'est tout un cauchemar mathématique. Entre les petits flacons, si on ramène tout au kilo, c'est des surprises. Voilà, vous faites Matsup pour faire vos courses. Oui, c'est ça. Matsup, Matsup. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident. Alors, l'indépendance, la capacité d'autorégulation, bon, ça rejoint à peu près les deux autres, il n'y a pas tellement de différence. Je dirais que pour bien s'autoréguler, il faut apprendre à respirer. Parfois, l'idée, par exemple, de faire du tai chi ou des choses comme ça peut être bien pour ça, l'autorégulation. Donc, le sérieux, oh mon Dieu, la capacité de faire face à la vie de manière sérieuse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, surtout les jeunes, ils veulent que ce soit fun. Si c'est pas fun, on n'apprend rien. Et c'est ce que Michel Desmurger, le directeur de recherche en neurosciences, qui a publié un bouquin sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, TV lobotomie, attention danger, vous appelez comme ça, il le disait, quand il reçoit des jeunes dans son laboratoire, les jeunes lui posent la question, mais il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien qui clignote, il n'y a rien qui... Bah oui, mais lui il répond, mais on n'est pas dans C'est pas sorcier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le métier de scientifique, c'est aussi 90% de travail en bibliothèque, en librairie. Et dès qu'ils ouvrent les yeux sur cette condition de travail, ils abandonnent. Ils abandonnent. Donc, responsabilité, engagement, fiabilité. Que dire sur le degré de responsabilité? Je dirais que c'est relatif au prendre soin d'autrui. On peut être responsable à partir du moment où on sait que la société c'est nous et on en prend soin. Là, on devient responsable. Si on se sent étranger à la société, parfois c'est voulu aussi par la société, on ne peut pas devenir responsable. On ne peut pas en prendre soin. Surtout si on n'arrive pas à s'identifier dans la société. Il
faut aussi que, quelque part, on ait le sentiment d'en faire partie pour bien, je dirais, l'appréhender. Donc, méthode diplomatie, capacité à anticiper, à planifier pour l'avenir, patience. Donc, surtout diplomatie, ça rejoint le langage. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, entre la classe populaire et la upper class, c'est-à-dire la classe, malgré que je ne suis pas pour ça, mais il y a des classes différentes selon les moyens, vous avez, accrochez-vous bien, 36 millions de mots de moins appris par les enfants des classes différentes. 36 millions de mots de moins. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'étudier Michel Desmurget, parce que, il vous l'explique bien, c'est des parents qui allument la télé, l'enfant voit une bouteille, et à un moment donné, il va entendre un son, il va associer un autre mot au mot bouteille. C'est toutes des choses comme ça, c'est des biais cognitifs, c'est-à-dire que la télévision va biaiser le langage. Donc c'est le cauchemar de l'éducation nationale en France, puisque finalement... En France, c'est le même cas. Aussi, c'est le même cas aussi, ça vient, mais avec 10 ans de retard, comme dans tout. C'est des enfants qui n'ont pas reçu les bases éducatives nécessaires pour s'insérer correctement dans le système éducatif. Donc ils apprennent des mots qui sont incohérents. Le langage permet le transfert des émotions en mots, donc en échange. Ça ne se fait pas, donc c'est des enfants qui courent partout, qui bougent partout, ils n'arrivent pas à rester assis. Le palais de Dakar qui se fait en Argentine, imaginez un peu les enfants qui ne connaissent pas la géographie. Oui, mais c'est dément, moi j'en suis malade chaque fois. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de recevoir l'information. Ils sont instables, ils ne peuvent pas. En plus, donc le palais de Dakar, je dis c'est en Argentine, on appelle ça toujours le palais de Dakar. Vraiment, ça aussi, c'est pas... Ça ne veut pas faire des... Je veux dire, la sémantique doit correspondre. C'est-à-dire, moi, je n'appelle pas ça Paris-Dakar si c'est ailleurs. Moi, je pense que si on veut c'est une éducation que oui, c'est ce que je pense. Lisez le chapitre 4. Non, mais après, c'est ce que j'explique, mais là, je préfère le dire aussi, puisque pour ceux qui regarderont le cours devant la caméra, il est important de bien dissocier l'ultralibéralisme et le libéralisme tout court. Dans un cas, vous avez vraiment la mise, c'est-à-dire c'est presque on pourrait dire c'est du nazisme économique. L'ultralibéralisme, c'est la mise à disposition de l'homme comme agent économique, ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'on va lui arracher son humanité. Alors que dans le libéralisme, vous avez des individus qui échangent des biens et qui échangent voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc Adam Smith, à l'heure actuelle, s'arracherait les cheveux de voir que ça se passe comme ça. C'est quand même le père du libéralisme. Donc on n'est pas du tout dans une notion politique, on est plus dans une notion philosophique de l'économie. Voilà. C'est pas du tout pareil. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette prolétarisation, que j'avais déjà dit, qui est un terme de Marx, qui signifie perdre ses savoirs et les faire passer dans la machine, comme l'ouvrier de chez Peugeot qui appuie sur des boutons, il ne fait plus de façon artisanale son travail. Cette prolétarisation, elle a touché aussi les valeurs de l'esprit, c'est-à-dire la faculté de penser, la faculté de fidéliser, d'être fidèle à des valeurs nobles. Aujourd'hui, dans quasiment toute la classe dirigeante, vous avez une quantité phénoménale de prolétaires, des nouveaux prolétaires, c'est-à-dire des prolétaires de l'esprit, ce qui est quand même grave. Donc, ça aussi, je fais exprès de le dire. C'est important. Il faut que, quelque part, même les gens qui écoutent prennent conscience de ça. Parce que de toute façon, le mur, on va l'avoir. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est inévitable, c'est que l'aspect ultra-spéculatif fait qu'on ne se relèvera pas et il va falloir sérieusement penser à discuter avec les Chinois, parce que les Chinois, c'est la puissance de demain. Les Indiens. Ils sont cachés, les Indiens, ils ont plus de puissance. Mais l'Europe a du souci à se faire. Ça va faire mal. Et je me tracasse beaucoup par rapport à ça. Je pense que nos enfants, il faut les équiper de casques lourds. Je viens leur dire qu'il y a un mur. Sans casque lourd et sans mur, il y en a beaucoup qui ont... le mur, vous avez mal à la tête ou dit ça sans les Le mur fait d'autant plus peur dans le sens où ils ne sont pas en mesure d'encaisser les souffrances qu'ils pourraient endurer. Dans le temps, on avait encore des vaches, on prenait des œufs, on mangeait, il y avait les Allemands qui s'asseyaient, ou je sais pas, on essayait de détourner et puis on piquait des œufs, on mangeait. La dame allemande aussi, et la dame française qui aimait bien les Allemands, c'est inconnu ça aussi. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais les gens s'entraidaient, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à contourner les barrières pour se donner à manger entre eux, pour voilà. Les gens qui étaient à la campagne, parce qu'en fait, il y avait rien, les gens qui étaient salés. Donc aujourd'hui, le souci, c'est qu'on a une captation des hypermarchés qui fait qu'on court-circuite les liens directs, ce qui n'est pas forcément meilleur.
Si les gens devaient mourir de faim, à l'heure actuelle, ça ne fait aucun doute, ils s'entretuent. Aucun doute. Voilà. Pas pour tout le monde, hein, je ne généralise pas, parce qu'il y a des gens très bien qui chercheront toujours à établir des réseaux. Mais pourquoi aujourd'hui la violence explose, pourquoi les mafias explosent? C'est parce qu'on n'est pas en mesure d'encaisser ce qui nous arrive. Donc c'est la pulsion, c'est la peur, c'est la panique, on va voler le voisin, on va faire des conneries. Voilà. Donc ça c'est... Voilà, c'est comme ça que vous avez par exemple dans les petits villages de 6 habitants, 6 maisons d'un seul coup qui sont cambriolées. C'est des réseaux qui se mettent en place, où les préjugés prédominent, c'est-à-dire, excusez-moi, les préjugés prédominent dans le sens où, par exemple, bah, tiens, ils ont de l'argent, on va les cambrioler, mais ils ne vont pas se dire, développons quelque chose d'intelligent. Ça, non, c'est encore trop demandé. Donc le reste, bon, bah, je vous laisse lire, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. L'endurance, encore une fois, c'est la capacité, alors ça c'est bien qu'on en parle, parce que c'est très lié à la souffrance. L'endurance et la souffrance. Un individu doit-il souffrir pour mûrir? Et il me semble que oui. Il me semble que oui, malheureusement. Il faut, je pense. Encore une fois, la souffrance, elle rejoint un petit peu l'idée de la mort de tout à l'heure. Elle fait éclater les préjugés, elle fait éclater les visions subjectives. Elle nous force à nous relier et à revoir nos intentions et notre mode de vie. Mais j'aimerais qu'elle soit un peu plus mesurée parce que parfois je la trouve trop violente, notamment avec les exclus sociaux. Elle frappe les individus d'un seul coup et avec une violence inouïe. Donc pour moi, ça fait beaucoup. Alors, le reste, bon, ben, je passe. L'expérience, c'est vital. L'objectivité, on a déjà vu. Les prises de décision. Faire des choix, c'est vrai que ça demande beaucoup de force intérieure de faire des choix, mais c'est aussi ce qui définit la maturité. Ah, c'est difficile, hein, quand vous avez une maison, il faut déménager, vous vendez votre tas de cailloux pour aller sur un autre site, ça vous est arrivé, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Mais une fois qu'on l'a fait, finalement, c'est enrichissant. Mais oui, le problème, c'est que vous avez raison, c'est sacrificiel. C'est un sacrifice. C'est une petite mort. Oui. Bien vu. Oui, c'est vrai que c'est une pensée sacrificielle, on fait un choix, donc on abandonne quelque chose pour retrouver autre chose. Mais finalement, on dit c'est qu'un tas de cailloux, en fait. Oui, mais on abandonne une région, des amis, de la famille. Ben, le problème, si vous voulez, quand vous avez une maison, c'est un tas de cailloux, c'est vrai. Mais dans lequel on a mis quand même du sentimental. Vous avez symbolisé. Plus toi, parce que moi je travaillais, ça restait dans ce tas de cailloux, vous avez symbolisé. Voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi... Il y a un tas de cailloux. Oui, non, enfin, oui. Non, parce que vous lui donnez une âme, si je devais parler comme les philosophes d'antan. Vous Vous donnez une âme à cet endroit, et quand vous regardez des photos de cet endroit, vous dites « Ah oui, ça y est, je me souviens ». Et c'est tout un pan de votre vie qui revient en mémoire. Voilà, c'est pour ça que, d'un côté, c'est vrai, matériellement parlant, c'est qu'un tas de cailloux. Et de l'autre, c'est un rappel. Alors, La vie, c'est un peu comme un livre. oui, c'est ça, oui. Avec des chapitres. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis parfois, ben, on n'a pas envie de tourner les pages. Il faut nous mettre si on veut avancer. Alors, bon, pour finir, juste pour dire qu'il y a une différence entre apprendre de façon cognitive sur Internet ou ailleurs, ou ce que je fais aussi, hein, je ne m'en cache pas, il y a des choses très intéressantes, j'écoute beaucoup de conférences, je lis beaucoup, j'achète des livres, etc. Mais je trouve que le mieux quand même, c'est l'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui, quelque part, fait que il va centraliser les impressions, c'est-à-dire que tel enfant ne va pas apprendre de la même manière que tel autre enfant. Et c'est lui qui va ajuster quelque part le savoir par rapport à la réalité de l'enfant. Et en plus de faire ça, il arrive, contrairement au logiciel d'éducation, il arrive à créer du désir. Et c'est vrai que, comment Michel Desmurger l'avait aussi bien montré, vous avez un faible pourcentage d'apprentissage réel à travers l'éducation numérique, notamment les logiciels comme, vous savez, logiciels pour enfants, des choses comme ça. Et par contre, le pourcentage devient vraiment significatif, important, plus de 20% avec un professeur. Mais à condition que le courant passe bien. Mais dès qu'il y a un rapport de chaleur humaine, il faut être sûr que ça passe bien. Ouais.
Alors, Où on a échoué surtout, c'est de l'apprentissage, de l'avoir repoussé ou de ne plus faire d'apprentissage. Faire de l'apprentissage à partir de 12-13 ans, c'était très bien, et c'est des choses qu'on a supprimées, on avait dit de conserver aussi. ou le valoriser. Ou le valoriser. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout la mort de l'artisanat. Oui, mais c'est lié. C'est lié, mais c'est lié, ça. C'est l'éducation. Moi, je me souviens, on s'est battu il y a 30 ans, 35 ans, pour conserver ces modèles-là. On faisait plus sauter parce qu'il ne fallait plus d'apprentissage, tout le monde était intellectuel. On bannissait ce côté-là, c'était un côté éducatif Qui était vraiment important. Mais la théorie on revient un peu en arrière, mais je fais vite. Excusez-moi. Comment dire, le problème aujourd'hui, je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps, c'est que la théorie a pris trop de place et pas suffisamment équilibrée avec la pratique. C'est-à-dire qu'on va bourrer les enfants à coup de théorie pendant, puis en plus parfois c'est même pas de la théorie intéressante, jusqu'à un âge avancé. Donc ils sortent dans la vie sans vécu, c'est-à-dire hyper théorique sans vécu. Encore une fois, l'ego prend une dimension démesurée dans ces proportions-là. Donc c'est des gens qui vont intégrer des grands postes et qui vont vouloir bouleverser la Terre entière alors qu'ils sont incapables de penser la vie sous un aspect global, ce qui est grave. Donc c'est des gens qui ont une très forte impression d'eux-mêmes, très grande impression d'eux-mêmes, et qui sont incapables de gérer un pays correctement ou une entreprise correctement. J'en ai ramassé, moi, les singes là-haut dans les blanches au Pied des Ribourgs. Moi j'étais resté en bas, mais j'en ai ramassé quelques-uns. J'en ai ramassé beaucoup, hein. Et ils venaient tous me voir après. Le bon théoricien, parce qu'il y en a aussi des bons, c'est celui qui à un moment donné va se mettre en position d'apprendre. C'est-à-dire je sors des écoles, je ne sais pas tout, mais je vais écouter telle personne qui connaît bien le métier. Moi, je suis disais, il y a un ingénieur qui l'a sur le front pendant 4-5 ans, donc il est là derrière. La vie fait que, de toute façon... Oui, mais ne sommes-nous pas dans une société où justement le multimédia est la valeur primordiale aujourd'hui, donc une évolution de la société au détriment du travail manuel, avec la création de nouveaux métiers, informaticiens, enfin je ne sais pas, oui, concept de bande dessinée, etc. Et c'est une très très bonne question, ça c'est une excellente question, dans le sens où, comment dire... c'est ce que Bernard Stiegler, le philosophe, expliquait bien, par rapport aux métiers qui isolent, puisque quelque part on est connecté à l'ordinateur et plus à l'humain, il faut développer une thérapeutique de soi, c'est-à-dire, faire quelque chose à côté, associatif, contributif. Il faut garder le lien humain, parce qu'effectivement nos travails se modifient, et en plus d'être théoricien, on peut rester sur un écran toute la journée. Donc effectivement, il faut développer d'autres aspects de la vie sociale, pour continuer à contribuer à la société. Alors, bon, ça j'avais vu, tout ça on avait vu, Arlo. Donc, pour faire court, la mort, alors, très rapidement,